Bienvenue et bonjour à tous vous êtes connectés aujourd'hui à cette réunion un peu traditionnelle depuis quelques années autour de la filière sorgho afin de présenter les actualités techniques et vous aider à préparer la campagne 2025 qui ne va pas tarder. Aujourd'hui, autour de l'ordinateur et en ligne avec vous, donc moi-même, je crois que je me suis même pas présentée, donc Aude Carrera, donc je suis animatrice des filières maïs et sorgho chez Aravalis et donc je suis accompagnée de différents collègues qui vont prendre la parole. Alors si je prends dans l'ordre, on aura Bastien Chopineau, qui est ingénieur régional dans la région centre, dans la zone septentrionale, qui vous parlera IoTIS aujourd'hui. Donc ensuite, nous avons Maëva Beaumont, qui est spécialiste de la physiologie chez nous, physiologie sorgho et maïs, mais qui parlera sorgho aujourd'hui. Sandrine Voland, spécialiste des herbages. Accompagnée, alors j'ai d'Agnès Tréguier enfin, voilà, elle sera là aussi pour répondre à vos questions et qui est chez nous spécialiste de l'évaluation des variétés. Et enfin, Silver Jolino, qui est ingénieur agronomie et production fourragère et qui vous présentera une intervention sur le sorgho multicoupe en fin de live. Donc le programme, vous en ai fait un peu part, donc jusqu'à 11h, on va revenir sur quelques faits marquants de 2024 et notamment sur des problématiques qu'on a pu rencontrer dans le sud-ouest, hein. Ensuite, on poursuivra sur l'héliotis, donc focus sur l'héliotis qui a été particulièrement présent cette année. Un point physio à travers l'architecture de peuplement du sorgho, donc densité de semis et écartement. Ensuite, un petit focus sur la problématique des herbages. Quel choix de stratégie peut-on faire? Quelles actualités au niveau des herbicides? Et puis, pour finir, comme je le disais, un sujet sur les sorghos multicoupes, productivité, valeur alimentaire, pâturage. Quel est le potentiel de cette culture? Donc voilà pour le programme. Donc on commence par la partie actualité et bilan de campagne, fait marquant de l'année. Ici vous avez l'habituel graphique qui mentionne au cours des années l'évolution des surfaces, c'est les petites barres, et l'évolution de la production. Donc, en 2024, vous voyez qu'on a une forte augmentation des surfaces qui est avant tout conjoncturelle, hein, vous le savez. On a eu beaucoup de difficultés l'année dernière sur les semis des cultures d'automne. Même les cultures de printemps ont été touchées par les fortes pluies qu'on a pu avoir au moment des semis. Donc en fait, on a une sol de culture de printemps qui est beaucoup plus élevée qu'habituellement et le sorgho, a pris sa part. On a presque, enfin voilà, une très, très forte augmentation des surfaces. On était à peu près à 55 000 hectares en 2023. On passe, selon Agreste, à plus de 100 000 hectares. Bon, c'est peut-être une vision un peu optimiste. On serait, selon Sorghum ID, hein, qui échange avec les semenciers, plutôt autour de 85 000 à 90 000 hectares. Et voilà, ce qui amènerait le niveau de production un peu en dessous de 500 000. On parlera surtout sorgho grain dans ce bilan de campagne, mais il est à noter aussi qu'on a une évolution positive des surfaces de sorgho fourragé qui en 2024 s'élèverait autour de 35 000 hectares. Donc ici, vous avez la répartition des surfaces à l'échelle nationale. Donc l'Occitanie reste toujours la première région de production du sorgho avec près de 40% des surfaces, suivie de la Nouvelle-Aquitaine, donc environ enfin, un peu moins de 30% des surfaces. La zone septentrionale avec la région centre est une zone où le sorgho progresse, hein. Aujourd'hui, ça représente 15% quand même des surfaces. Et puis, à noter que la région Rhône-Alpes, heu, voilà, voit aussi quelques surfaces, notamment oui, autour de Lyon, mais voilà, ça représente une proportion plus faible que les autres régions. Donc on est à 6% des surfaces assez stables dans ce secteur-là, alors qu'on est plutôt en hausse dans la zone septentrionale.
On souhaitait aussi, faire un point sur, l'évolution des surfaces en Europe. C'est vrai que cette, progression qu'on a vue en 2024, en France, mais qui est, avant tout conjoncturelle, eh bien, on voit aussi une évolution, dans le reste, de l'Europe, qui semble pour le coup, un peu plus, structurelle, hein. On a une évolution, effectivement, positive, dans l'UE qui semble, heu enfin se notamment non enfin s'accentuer et la filière semble se consolider dans d'autres, régions, de l'Europe, notamment en Europe de l'Est avec, vous voyez la Hongrie, qui, en termes de surface est à un peu moins de 50 000 hectares, hein, donc il commence à avoir, un niveau de surface, notable. D'ailleurs la Hongrie où aura lieu, le prochain, congrès européen du sorgho organisé par Sorghomeldy. Donc ensuite on a l'Italie, hein, où il y a aussi, des zones de production, assez importantes. Donc ici, c'est l'évolution des surfaces de sorgho grain, donc je vous les ai pas présentées, mais à noter qu'on a aussi une évolution, positive des surfaces de sorgho fourrage, au niveau européen. Alors si on revient, sur le territoire français, vous avez ici, des chiffres, agrestes qui, font état des rendements, obtenus en 2024, au niveau, national. Donc au niveau national, vous voyez qu'on est à un peu moins de 50 quintaux, de moyenne, ou un peu, plutôt 48,7 quintaux par hectare pour être, précis. C'est inférieur à la moyenne 2019-2023, largement inférieur à 2023 qui avait été une année, très bonne, sur tout le territoire français. Donc on a une baisse, du rendement d'environ, 4. Mais, c'est très hétérogène ce résultat, selon, les régions, considérées. Donc de manière générale, on a, alors les couleurs, ça représente le niveau de rendement et vous avez, les chiffres d'évolution par rapport à la moyenne 2019-2023. Donc on voit que toute la façade, enfin une bonne partie de la façade ouest, du sud-ouest, on a des rendements très décevants en 2024, et largement inférieurs, aux moyennes, pluriannuelles. En particulier sur l'Occitanie, on est, à 7 quintaux de moins, de rendement moyen. Donc l'Occitanie qui a connu pas mal de problèmes. Plutôt stable sur la partie, Rhône-Alpes, et à noter les bons résultats de rendement, sur la partie septentrionale, qui sont au-dessus de la moyenne pluriannuelle, notamment sur le centre, la Bourgogne, on a des bons niveaux de rendement. Alors si on regarde, pas à pas, très rapidement, hein, de manière assez brève pour laisser la place aussi aux autres interventions, le bilan agroclimatique de cette année. Donc, des semis, je l'ai dit, gênés par les pluviométries, donc ce qui a abouti à des semis tardifs, voire très tardifs, voire trop tardifs d'ailleurs pour, la zone septentrionale. D'autant plus, que, on n'a pas eu des conditions très favorables au printemps, en particulier les premiers semis où les conditions étaient, peu poussantes. Donc des sorgho qui ont eu, du mal à être implantés, ensuite du mal à démarrer. Heu, on n'a pas toujours eu, les créneaux, pour désherber, ce qui fait que parfois des prélevés, ont pas pu être réalisés. On sait que prélever ou post-précoce, c'est quand même un élément essentiel, pour la gestion du salissement du sorgho. Et puis, des conditions de rattrapage, pas toujours, favorables à la culture et plutôt favorables aux phytos, à des périodes avec de fortes amplitudes thermiques, qui ont pas forcément aidé la culture à détoxifier. Donc comme vous le savez, hein, c'est le cas sur l'ensemble des cultures de printemps, on a eu, une année très favorable à l'attaque des ravageurs du sol, hein, conditions de sol humides, culture peu poussante. Donc tout ça, ça favorise les ravageurs du sol, donc de fortes attaques de limaces et aussi, des fréquentes attaques de taupins. Mais c'est surtout les limaces cette année qui constituent, une actualité, sur toutes les cultures de printemps. Donc ici, ces multiples, graphiques, enfin, montrent les conditions à l'implantation et pourquoi ça a été compliqué, de semer aux bonnes périodes et de semer correctement, le sorgho. Alors, les graphiques représentent plusieurs stations météo. Donc si les valeurs absolues sont différentes, entre les stations météo, cela dit, l'évolution relative est, à peu près la même, sur toutes les stations. On a, une deuxième partie du mois d'avril
où on pourrait commencer dans le sud à se poser la question de semer, où en fait il faisait, frais, voire froid, avec des températures qui sont, enfin voilà, qui étaient largement en dessous des normales, donc pas du tout favorables aux semis. Et ensuite, à partir de la fin avril, il s'est mis, à pleuvoir, ce qui fait que souvent on a eu des créneaux, de semis qu'à partir de mi-mai, voire fin mai. D'autant plus que la priorité est toujours donnée dans les exploitations aux autres cultures de printemps et le sorgho est toujours semé en dernier. Donc en fait, les quelques créneaux de semis, qu'on a eus, et ben, ils ont d'abord semé le maïs, le tournesol et donc le sorgho s'est retrouvé semé, enfin plutôt, fin mai, voire même en juin, dans certaines régions. Et donc ici, on vous, présente une carte avec un rapport à la moyenne du cumul de précipitations au mois de mai qui montre bien, voilà, que certaines régions ont eu, des très fortes précipitations sur le mois de mai qui n'ont pas permis, de semer, au bon moment et dans de bonnes conditions. Vous avez ici, les dates, de semis pour, le réseau, d'évaluation des variétés, GEVES, Arvalis, UFS, pour la zone septentrionale et pour la zone, méridionale. Donc vous voyez qu'on a, une médiane, en zone septentrionale à la toute fin mai, vers le 20 mai, pour, la zone méridionale. Si on regarde un peu ce qui se passait dans la plaine, on considère alors on n'a pas des chiffres aussi précis, que sur d'autres espèces, puisqu'il y a pas de suivi Céreops, par exemple, pour, le sorgho, mais on considère qu'environ 2 tiers des semis seulement étaient réalisés fin mai en zone septentrionale. Donc à une date où on considère qu'on commence à prendre, des risques, climatiques si, pour la fin de cycle, si on est, sur une année pas très chaude. Et puis, sur la zone méridionale, la situation était un peu moins, catastrophique, mais on a mis, du temps à finir de semer. On considère que fin mai, on avait 90 des semis réalisés en Occitanie ou en Poitou-Charentes et seulement, 3/4, en Aquitaine. Donc au Rhône-Alpes, ils ont eu beaucoup moins de problèmes d'implantation. Donc, une fois passée cette phase d'implantation, donc, bon, la montaison s'est passée, correctement. On arrive sur la partie, climat estival où en fait, on constate que jusqu'à mi-juillet, dans toutes les régions, on a plutôt eu, suffisamment de pluie, pour, assurer, un développement correct de la culture et un niveau de biomasse, satisfaisant. Puis, dans certaines régions, alors c'est variable, hein, mais, on a plutôt un temps plus sec entre le 15 juillet et le 15 août, voire très sec dans certains secteurs où il y a pas beaucoup plu, entre ces périodes, et en général, pendant la floraison du sorgho. Donc, voilà, donc un été, relativement favorable parce que enfin la montaison, s'est bien passée et il a pu faire de la biomasse et des racines, mais bon, une floraison pas toujours, en conditions optimales. Bon, ce qui était quand même positif, c'est qu'on avait peu de températures, caniculaires. Bon, à l'inverse, on a eu quand même un petit peu de frais, même en début d'été et surtout, on a eu des rayonnements inférieurs à la normale qui, favorisent pas, l'installation, d'un potentiel, exceptionnel. Sans parler d'accidents en culture, on peut quand même dire qu'on avait des rayonnements qui étaient pas favorables à l'accumulation, à la photosynthèse et donc à l'accumulation de biomasse, quoi. Bon, les stades, étaient toujours en retard, alors donc retard parce qu'on a semé tard, mais aussi retard parce qu'on a un début de cycle frais qui accentue encore, le retard pris et qui nous permet pas du tout, de rattraper. Donc ici, je vous ai positionné une carte, des, bilans climatiques, alors pluie moins ETP sur, la période, la plus, critique de sensibilité au stress hydrique, donc entre le 15 juillet et le 15 août. Donc, ici, c'est l'écart à la normale, hein, vous avez à droite la carte, de bilan. Donc l'écart à la normale, on voit bien les zones qui ont été, le plus, touchées par, le niveau de stress pendant la période estivale. C'est, alors, la partie ouest, la partie Rhône-Alpes un petit peu, où on a en gros, 30 à 40 millimètres de moins que classiquement, à cette période. Donc même si les températures max étaient pas très, très élevées, on a quand même eu des pics de température fin juillet et surtout des pluviométries très faibles. Donc j'arrive, sur, la fin de cycle. Alors, on a passé, l'été à espérer, qu'on pourrait commencer un peu à rattraper le retard et c'est vrai qu'à partir de fin juillet, il a commencé à faire plus chaud. Donc on s'est dit que ça y est, peut-être l'année, se mettait peut-être au beau et qu'on allait pouvoir, finir le cycle dans de bonnes conditions. On m'a raté un mois de septembre, avec des températures très fraîches et surtout des pluviométries très importantes. Donc ça a retardé, la maturité.
Les récoltes, ont été tardives, voire on a eu des impossibilités, de récolte dans certaines zones, de la région septentrionale. Sachant que là encore, les récoltes du sorgho, bah, sont faits en dernier, après que les autres cultures de printemps ont été récoltées, voire même après les semis, des céréales à paille, ce qui fait qu'on n'a pas toujours récolté dans de bonnes conditions. J'en ai parlé en introduction et ce sera un point du programme d'aujourd'hui, la forte présence d'héliotis. Donc on est sur une année particulière, par, l'intensité, de la présence d'héliotis dans des zones où historiquement on en a, dans le sud-ouest. Donc là, on n'en a jamais eu de manière enfin, on en a rarement eu de manière aussi intense. Et ce qui est particulier aussi, c'est, la les zones touchées puisque l'héliotis est remonté, jusqu'au centre de la France, hein, jusqu'à Orléans. Et ça, c'est, pas chaque année non plus, c'est assez rare. Par contre, l'est, du pays, notamment Rhône-Alpes, qui d'habitude est, habituellement touché, a été, il y avait moins de pression cette année, mais Bastien y reviendra tout à l'heure. La particularité de l'année et ce qui explique, en partie, les mauvais résultats qu'on peut observer dans le sud-ouest, c'est qu'on a eu pas mal, d'accidents, au niveau des panicules. On a constaté des manques de grains. On considère qu'il y a 5 à 15 des surfaces, qui ont pu être touchées dans certaines zones du sud-ouest, avec derrière, bah, forcément de grosses déceptions sur, le niveau de rendement. Voilà, donc je termine, bah, cette présentation des faits marquants avec, une analyse, bah, du réseau, d'évaluation variétale, porté par Arvalis, GVS et UFS, où on voit en fait en pluriannuel, les, différentes dates, de semis, épiaison, récolte et humidité du grain, donc les différentes enfin, les chiffres clés un petit peu du développement et du cycle de la culture. Donc, on voit bien qu'après, 2 années où on a semé tôt et où on a, récolté tôt avec des humidités faibles, et ben 2024, on revient plutôt à une année qui est un peu similaire à 2021, hein, avec, des dates de semis, en particulier en zone septentrionale assez, tardives et par contre beaucoup plus étalées, qu'en 2021. Et tout ça, ça a conduit forcément aussi, à des récoltes tardives. Vous voyez qu'il y a des essais, qui ont été récoltés jusqu'à fin novembre, hein, donc à l'image de ce qu'on peut voir aussi, chez les agriculteurs, avec, forcément, des humidités, du grain plus importantes et des besoins de séchage plus importants, que les autres années. Ce qui a pu être aussi, compliqué pour les collecteurs en termes de, gestion, des différentes espèces et gestion des différents enfin des flux de volume, au moment, des récoltes. Donc voilà pour la partie, faits marquants. Donc je vais continuer sur, la partie, enquête accident de panicule. On laissera quelques questions, en fin de cette partie-là si vous en avez. Donc, comme je vous le disais dans les faits marquants, on a constaté dans le sud-ouest un certain nombre de parcelles où on a eu des gros accidents, au niveau, des panicules avec, des grains, manquants et donc on a, fait passer, une enquête, auquel, une centaine de producteurs, ont répondu donc, bah, je les remercie et je remercie aussi, donc Maëlys, apprentie aubergeois qui a permis, de réaliser, cette synthèse, je pense qu'elle est connectée donc merci beaucoup, Maëlys. Ici donc on vous présentera un peu une extraction, des principaux, observations et résultats qu'on a eus, de cette enquête. Donc voilà à quoi pouvaient ressembler, certaines parcelles, du sud-ouest, hein, avec des symptômes, parfois variés, selon les parcelles. Donc ici, on voit, bah, voilà, qu'il y a un manque de grains, important et surtout, les étages de la panicule, qui sont touchés. Hem et puis voilà, on peut comparer aussi à une autre parcelle où là, on a carrément effectivement une panicule complètement vide, hein, où là, où on a vraiment un problème de fertilité, on a et que du coup, on a une levée de la dominance apicale puisqu'on n'a plus de panicule et qu'on a un redémarrage de tall avec, des complications derrière, comment récolter alors qu'on a, des panicules qui sont, pas du tout, à maturité et qui rapportent du vert, donc c'est très compliqué de récolter ce type de parcelle et puis avec des rendements très faibles parce que de toute façon, il y a pas beaucoup de grains. Donc vous voyez des symptômes, assez variés.
Et donc qui nous font dire qu'en fait les causes, probables de problèmes qu'on a pu observer, sont variées cette année et pouvaient même se cumuler sur certaines parcelles. Donc des difficultés à poser un diagnostic, fiable, surtout qu'effectivement, enfin le constat, a été fait assez tardivement, des problématiques, sur le territoire. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que les accidents, ils étaient quasiment exclusivement, localisés dans le sud-ouest, hein. L'enquête, qu'on a transmise, donc vous voyez tous les retours, quasiment sont dans le sud-ouest avec, à peu près 100 personnes qui nous ont, répondu. Et surtout que localisés sur le nord du Gers et le sud du Lot-et-Garonne, c'est, la principale zone où on a eu des réponses. On a posé la question du niveau de perte, constaté. Donc on avait demandé effectivement aux agriculteurs qui constataient pas de problème de aussi nous répondre pour, voir si on pouvait, arriver à distinguer les différences entre eux qui n'avaient pas eu de problème et d'autres parcelles où il y avait eu des problèmes. Donc il y a, 11 personnes, qui ont répondu qui n'ont pas eu de problème. Mais, vous voyez que, il y a, un nombre notable de répondants qui ont rapporté, plus de 50 de pertes dans leurs parcelles. Quand on les a interrogés sur, le type de symptômes, observés, on avait posé la question de savoir si les symptômes étaient plutôt en haute panicule ou généralisés à tous les étages. Parce que généralement, un accident en haute panicule évoque, un problème climatique, en tout cas un problème physiologique. Alors que quand c'est généralisé à tous les étages, ben, à moins qu'on ait vraiment un problème de fertilité globale et un avortement, de la panicule, on a, généralement, pas, des symptômes sur tous les étages. Donc, et là, on montre bien déjà la diversité, hein. C'est que, voilà, 90 avaient des symptômes sur tous les étages de la panicule et il y avait 11 où, là, c'était plutôt, en haute panicule. On a aussi posé la question de, à quoi ressemblaient les grains et s'il y avait des grains. Donc la moitié, constate qu'il y a pas du tout de grains. Donc pas du tout de grains, bah, ça veut dire que soit il y a pas eu, que c'est vraiment un problème de fertilité, qu'il y a pas eu de fécondation ou alors vraiment que le grain a complètement disparu, qu'il a complètement été mangé. Ça dépend effectivement à quel moment aussi on a pu constater le symptôme, hein. Et puis il y a la moitié qui, ont constaté la présence de grains, mais qui étaient, vides, ou anormaux. Par exemple rabougris, enfin pas remplis, donc là encore, on voit bien que les symptômes sont assez variés. On a demandé, aux participants la date de semis de leur parcelle. Bon, on a demandé à un assez grand nombre, d'éléments de l'itinéraire. Ici, on va pas les rapporter tous, mais je voulais vous montrer, l'impact de la date de semis. Ici, c'est, le nombre de réponses et les couleurs, c'est, le niveau de dégâts constatés. Donc plus vous êtes, vers le rouge, plus vous avez de dégâts constatés. Si on ramène sur du, 100 des effectifs, on voit une tendance, de la date de semis avec, des, dégâts plus importants sur, les dates de semis, les plus tardives. Bon, si on accepte, les semis précoces où on a, peu de points et peu de personnes qui ont répondu, il y a peu de semis à cette période. Mais on voit par contre, que pour, le reste, il semble y avoir des dégâts plus marqués sur les dates de semis, les plus tardives qui seraient, plus touchées par, la problématique, quoi. Donc évidemment, avec la forte présence d'héliotis en 2024, on sait que une grande partie des symptômes, peuvent s'expliquer par la présence de ravageurs et la présence, d'héliotis, en 2024. Donc effectivement, 2 tiers des, personnes interrogées, ont bien constaté la présence de ravageurs, en végétation. Donc ici, vous avez, quels ravageurs ils ont pu observer. Donc dans 2 tiers des cas, ils ont observé, de l'héliotis, mais certains d'entre eux ont aussi, enfin 20 quand même, c'est notable, ont constaté, l'observation de punaises, qui, on sait, peuvent aussi, causer des dégâts, sur la culture. C'est les personnes qui ont constaté, des problèmes de ravageurs. La moitié, eh bien, ont traité avec un insecticide. Vous voyez que la plupart des insecticides ont été positionnés, assez tard, hein, après le 15 août. Voilà, ce qui pouvait, être un peu tard par rapport aux périodes de sensibilité du sorgho, hein, qui commencent à la floraison et par rapport à la présence, de ravageurs et notamment, à la présence d'héliotis.
Mais c'est vrai que les héliotis, on en a eu, jusqu'à fin août et même après, mais elles étaient, et Bastien en reviendra, présentes, souvent beaucoup plus tôt dans les parcelles. On a, regardé si on pouvait constater un effet, du traitement insecticide. Bon, on regardait le niveau de dégâts, si les gens ont traité ou si les gens ont pas traité. Bah, en fait, on voit pas, d'impact, mais ceux qui, n'ont pas traité, bah, de toute façon, on sait que, bah, ils ont pu aussi avoir d'autres soucis, et puis ceux qui ont traité, bah, de toute façon, c'est aussi ceux qui avaient certainement le plus problèmes de ravageurs. Donc derrière, on peut se poser aussi, la question, bah, du niveau de pression initiale, de l'efficacité du traitement en fonction, de la matière active choisie, du positionnement du traitement. Donc tout ça, c'est, des questions sur lesquelles, on va revenir, en tout cas en ce qui concerne l'héliotis pour, tout à l'heure. Donc voilà rapidement, un état des lieux, de l'enquête qu'on a fait paraître. Bon, on a encore quelques critères qui sont, à regarder. On a regardé par exemple aussi, les positionnements du désherbage. Bon, on a du mal à sortir des explications, fiables, puisque en fait, et c'est la conclusion, c'est que, le problème en 2024, c'est qu'on a très certainement différents phénomènes, qui ont été observés et qui sans doute, dans certaines parcelles se sont cumulés. Donc c'est, très, difficile a posteriori, de porter un diagnostic, clair et d'expliquer clairement le phénomène. Donc ce que l'on sait, là on en est sûr, c'est qu'on a une forte pression iliotis en 2024, et derrière les agriculteurs n'ont soit pas traité, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir, de l'héliotis et surtout dans une telle intensité. Quand ils ont traité, parfois ça pouvait être trop tardif. On reviendra aussi sur la question du choix du traitement et de l'efficacité du traitement. Il y a d'autres ravageurs, qui sont observés sur le sorgho, et cette année, il y avait, beaucoup de punaises, qui ont été observées. On sait que, ça peut également faire des dégâts. On ne sait pas dans quelle mesure, quel impact ça peut avoir, mais on a des symptômes qui sont cohérents avec d'autres types de ravageurs et notamment les punaises. On a beaucoup parlé, de l'impact du climat, sur ces événements. Hem, pour nous, c'est pas une explication, satisfaisante, puisqu'on a regardé, enfin, 2 points. La présence de températures, inférieures à 10 degrés et du rayonnement faible qui sont une des raisons de problèmes de stérilité des panicules, notamment quand il y a du froid au moment d'initiation florale, donc un peu avant les piaisons. Mais voilà, c'est une explication qu'on avait mise en avant en 2021, mais on n'est vraiment pas du tout sur, les mêmes, niveaux de température, qu'en 2021. C'est vrai que ponctuellement, on a pu avoir, une température inférieure à 10 degrés, mais c'est arrivé, en gros, très ponctuellement et une fois dans la saison, et c'est, 1 jour, une nuit, quoi. Donc ça ne nous paraît pas suffisant, et c'est très éloigné des conditions qu'on avait eues en 2021 où là, on avait pu expliquer les problèmes de stérilité, par du froid. Un autre point où on sait que le sorgho peut être sensible, c'est à l'inverse des températures élevées à la floraison, où on sait que le pollen de sorgho peut être fragile, quand on a des températures, excessives, à floraison. Mais cette année, encore une fois, on a très peu de température max qui dépassent les 35 degrés. Donc on a vraiment regardé, voilà, les 2 explications climatiques qui peuvent, heu enfin, expliquer un accident au niveau des panicules et un manque de grains, en particulier un problème de stérilité, et on ne retrouve pas d'événements caractéristiques en 2024, à ce niveau. Bon, ce qui, a été aussi, rapporté, c'est qu'il y a un effet, variétal, qui est observé, sur le terrain. Un autre point, que l'on peut mettre en avant, c'est aussi attention à la sensibilité du sorgho à certains, herbicides. Dans certains cas, ponctuellement, on a pu expliquer aussi, ce qu'on a pu voir, comme accident de panicule par des rattrapages, avec des hormones, faits à des stades trop tardifs, à une période où cette année, on a eu de fortes amplitudes thermiques, voire derrière une période de froid qui, n'a pas permis à la culture de détoxifier. Donc on rappelle que, pour les produits à base d'hormones, hein, le stade préconisé, et homologué d'ailleurs, c'est avant 6 feuilles, et attention aux conditions climatiques, quand on, positionne un traitement, et notamment un traitement à base d'hormones.
Donc voilà ce qu'on voulait, vous dire, sur ces, problèmes d'accidents observés en 2024, effectivement dans le sud-ouest. Alors, donc, sur la partie Héliotis, Aude vous a déjà un petit peu brossé le tableau de ce qui s'est passé, on va dire, en 2024 au niveau du constat, hein. Peut-être juste deux, trois éléments sur l'héliotis. Donc déjà, c'est pas un ravageur spécifique du sorgho, hein. On en retrouve dans pas mal de productions, hein. Donc c'est la noctuelle de la tomate, hein. On retrouve beaucoup de présence, on va dire, de cet insecte et de dégâts sur des légumes de plein champ. Donc là, tomates, melons, haricots, hein. Et on le retrouve aussi sur d'autres cultures type soja, pois chiches, donc côté plutôt grande culture, mais également donc sur les sorgho et sur les maïs, maïs semences, maïs doux. Voilà, on en retrouve un petit peu partout. Aujourd'hui, on ne connaît pas tout au niveau de la biologie, hein, de l'insecte. Il y a des projets de recherche qui sont en cours dans le cadre du PARSADA, notamment le projet Accompli, pour mieux connaître la biologie de l'espèce. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une espèce qui est très migratrice. Donc, c'est pas comment dire une espèce nouvelle, hein, même si les attaques ont été particulièrement sévères cette année et exceptionnelles dans certains secteurs, hein. En région centre, on n'est pas habitué à avoir ce genre de ravageurs qui remontent jusque chez nous. Mais voilà, c'est quelque chose de connu, bah, voilà, notamment au Maroc, il y a enfin, des publications qui datent des années 80 sur l'insecte. Donc c'est une espèce qui est très migratrice et il y a une hypothèse quand même de sédentarisation de cette espèce-là dans le sud, plutôt côté sud-est. Donc on sait que c'est un ravageur qui est un peu, enfin c'est un lépidoptère, donc il va y avoir une phase de vie larvaire et une phase de vie en papillon, on va dire. Et on sait aujourd'hui que les nymphes de cet insecte vont se conserver, on va dire, dans le sol pendant l'hiver. Mais on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça sur cet insecte. Euh, Comme Aude le disait, on l'a observé, on va dire, dès juillet, voilà, dans les productions de sorgho. Et on a eu une présence très longue dans les sorgho tout au long du remplissage. Donc on trouvait encore des héliotis dans les sorgho au mois de septembre, facilement sur les zones les plus septentrionales. Alors, on va regarder un petit peu quelques hypothèses en termes de causes. Donc, juste pour rappel, donc c'est pas un ravageur qu'on suit de manière aussi assidue que, par exemple, les autres foreurs en maïs. Mais on a quand même des réseaux de piégeage qui existent donc sur les cultures, notamment qui vont être vraiment impactées. Là, c'est des pièges qui sont plutôt sur maïs doux et maïs semences sur différentes régions, plutôt côté sud. Et donc, vous avez l'abondance, en fait, qui est représentée dans les différentes régions par la moyenne de capture sur chacun des pièges à phéromones. Donc, voilà, il y a à peu près une quinzaine de pièges par région. Et vous avez l'évolution pluriannuelle. Donc, l'abondance de papillons, c'est pas forcément toujours relié au niveau d'attaque, hein. Mais déjà, on voulait regarder ce que ça donnait, hein, dans les différentes régions et voir si ça concordait avec les retours terrain qu'on avait. Donc côté Aquitaine, on voyait qu'en 2024, on avait quand même des grosses captures. Et la spécificité quand même, c'est qu'il y avait des pièges qui capturaient énormément de papillons. Donc quand même un risque invasif important de l'héliotis. Quand les héliotis sont là, en général, ils peuvent être là quand même de manière assez massive. Midi-Pie et Auvergne, on est plutôt sur quelque chose d'assez stable dans le temps, mais voilà, ou en légère augmentation. Et c'est plus le côté sud-est où ils sont quand même habitués à avoir ce genre de problématique héliotis bah, dans les maïs semences ou dans les sorgho notamment, où cette année c'était plutôt calme au niveau des piégeages et au niveau des retours terrain, moins de retours. Donc plutôt beaucoup de captures au niveau sorgho.
sans être forcément une année exceptionnelle en termes d'abondance larvaire et de fréquence de piégeage dans les différents pièges. Alors, OK, on a eu un petit peu plus de papillons dans les pièges. Quelles sont les hypothèses? Donc, comme je disais, c'était une espèce qui est quand même relativement migratrice. Donc, l'approche là qu'on fait, ça concerne plutôt les populations qui sont sédentarisées. Donc, on a regardé en fait ce qui s'est passé en termes de climat hivernal sur le sud de la France, parce que c'est plutôt dans ces secteurs-là qu'on imagine que l'héliotis s'est sédentarisé. Même si on avait fait quelques manips pour retrouver ça il y a quelques années, retrouver des héliotis, on n'en avait pas forcément trouvé. En tout cas, l'automne-hiver 2024, c'était plutôt des conditions très chaudes, hein. Il y a la somme de température sur le premier graphique à gauche, cumulée du 15 octobre au 15 avril. On voit que 2024, c'est quand même dans le top des années hein, sur le sud de la France, et une année très peu gélive. Donc plutôt des conditions assez favorables à la survie des larves d'héliotis. On avait également, alors je ne l'ai pas entouré, hein, mais un climat particulièrement pluvieux. Je ne vais pas voilà, le redétailler. Mais effectivement, des conditions, on va dire, de survie chaudes et pluvieuses au niveau du sud de France, qui peuvent expliquer potentiellement une survie hivernale un petit peu plus forte. Mais quid des populations migratrices derrière, quand même, et de l'impact sur nos productions. Alors, l'hypothèse derrière aussi, c'est est-ce qu'on était plus exposé au niveau du sorgho ou au niveau des différentes cultures aux héliotis. Donc, je ne redétaille pas tout ce que Aude a dit tout à l'heure, hein, mais j'ai repris les dates de semis du réseau variété sorgho. Bon, par rapport à 2022 et 2023, évidemment, on est sur des semis beaucoup plus tardifs, que ce soit en zone méridionale ou en zone septentrionale, donc Sud-France ou plutôt bassin centre, on va dire. Des dates de semis plus tardives et une année qui était plutôt assez fraîche au démarrage, mais un petit peu différente de 2021, je vais y revenir. Donc, des semis tardifs en 2024, engendrant des floraisons tardives, parce qu'on a eu quand même une année en termes de somme de température qui n'a pas forcément permis de rattraper le retard des cultures de printemps. Mais bon, j'ai pas le différentiel avec 2021. On n'était pas non plus sur une année très froide. Donc, il y a eu quand même des pics de chaleur qui peuvent expliquer notamment la présence d'héliotis pendant la période de sensibilité du sorgho. Donc là, sur le deuxième graphique, on a les captures en Aquitaine et Midi-Pyrénées. On voit deux pics de vol clairement, hein, des papillons. Un pic plutôt au mois de juin et un pic fin juillet, début août. Et on a remis en pointillé la période de floraison des sorgho, hein. Donc, grosso modo, sur le réseau variété, on était sur des épiaisons plutôt fin juillet, donc des floraisons voilà, sur fin juillet, début août, concordant en fait avec la période des captures des héliotis. L'héliotis, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est quand même plutôt un papillon qui aime des températures relativement chaudes. Et quand on a regardé les conditions climatiques de l'été, alors on a tendance à se dire que l'année 2024, notamment sur, alors peut-être un petit peu moins sur le sud, mais sur les zones centres, n'était pas forcément très chaud. Quand on regarde les écarts de température, notamment sur fin juillet, on était bien au-dessus des moyennes sur le sud de France. Ça n'a pas forcément duré très longtemps, mais on a une période très favorable, on va dire, au vol de papillons, qui coïncide en fait avec un stade sensible du sorgho. Donc voilà, en tout cas, il y a une hypothèse plutôt sur l'exposition de la culture vis-à-vis des héliotis. La question aussi qu'on peut se poser hein, vis-à-vis du sorgho, c'est que bon, c'est quand même une espèce qui tale. Maëva vous en reparlera tout à l'heure. La floraison, elle peut être relativement échelonnée à l'échelle des parcelles. Puis là, on a mis une photographie d'un réseau variété qui n'est pas forcément représentatif de 100% de ce qui s'est fait sur le terrain. Globalement, on voit que les semis étaient quand même relativement étalés. Donc, des parcelles de sorgho qui auraient pu être
exposés de manière assez longue et de manière à proposer, on va dire, une offre pour les héliotistes de manière assez continue. Donc voilà un peu sur le contexte et les hypothèses de travail, hein, mais on a encore aussi beaucoup à apprendre, je pense, sur l'héliotis. Et si on résume un peu sur les moyens de lutte qu'on a aujourd'hui sur le sorgho contre l'héliotis. Donc ici, on vous avait vu des synthèses d'essais, donc insecticides, où on avait comparé donc un insecticide à base de pyréthrinoïdes, un caratéséon, avec un coragène. Donc c'est des essais qui sont pas faits sur sorgho, c'est fait sur maïs doux et maïs semence. Donc, mais on a quelques billes, on va dire, pour juger de l'efficacité des matières actives. Ce qu'on peut voir, hein, c'est que globalement, l'application d'un karaté n'avait pas permis de protéger, là pour le coup, les maïs vis-à-vis des héliotis. C'est pas le cas du coragène, hein. Le coragène présentait quand même des efficacités tout à fait intéressantes vis-à-vis du témoin. En moyenne, voilà, on passait de 20% d'attaque, on va dire, autour de 5%. Donc plutôt une bonne diminution de la fréquence des pieds attaqués. Mais sur la partie pyrètre, pas de réponse, on va dire, des pyrètres vis-à-vis des héliotis. On sait qu'il y a des phénomènes de résistance des héliotis aux pyréthrinoïdes. Et il y a également de la régulation naturelle avec des auxiliaires sur les populations larvaires d'héliotis. Donc, en fait, l'application d'un karaté est plutôt préjudiciable. Donc, c'est vraiment quelque chose à proscrire dans la lutte contre l'héliotis. Ça, c'est des essais qu'on a fait chez Arvalis. Il y a aussi des choses qui ont été faites chez Terrinovia qui vont à peu près dans le même sens. Alors, si on déroule les solutions possibles, hein, le spinosade ou le coragène, donc le coragène, on en a parlé, hein, plutôt assez efficace, voire très efficace. Le spinosade, on est pareil, enfin, on est sur des bons niveaux d'efficacité, hein. Vous avez les graphiques qui représentent donc la note de dégâts sur épi dans le témoin versus les différents traitements, avec des dates d'application différentes. Vous avez les points rouges qui représentent le nombre d'héliotis par épi. Donc, par exemple, sur le success, on voit que sur le témoin, on est à 0,4 héliotis par épi et qu'on diminue à peu près par 4 les populations avec des applications un peu plus, des applications de success et qu'on a un effet dépressif vis-à-vis de la date d'application. En général, plus on applique tôt au moment de la floraison, enfin, ou juste après la floraison, donc là sur maïs, on avait les meilleures efficacités du produit. Donc c'est quelque chose qu'on voyait avec le spinosade et qu'on voit également avec le coragène. Une application précoce de produit était plus intéressante vis-à-vis de la protection. Mais voilà, des niveaux d'efficacité qui sont quand même assez satisfaisants. Alors, l'Helicovex, alors c'est une solution qui a quand même fait pas mal parler d'elle, notamment dans le sud, où il y a eu quand même plus de traitements, hein. Donc, c'est une solution en biocontrôle, hein. C'est un bacillovirus qu'on applique, on va dire, en traitement sur larves. Et les essais historiques qu'on avait, donc également sur maïs, présentaient des niveaux d'efficacité, on va dire peut-être un peu plus intermédiaires que ce qui était fait avec un coragène au stade d'application optimale, mais présenter des niveaux d'efficacité qui étaient relativement intéressants, hein. On baisse par 2 la note de dégâts sur épi avec un hélicovex bien placé, donc floraison plus 3 jours. Dans la pratique, il y a aussi des doubles hélicovex qui peuvent se faire, hein, donc un peu pour borner les différentes périodes larvaires. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est quand même d'intervenir sur des jeunes larves. Ça n'avait pas forcément, dans nos essais, été plus concluant. Il y avait un petit peu moins d'héliotis, mais voilà, globalement, une efficacité assez intermédiaire, mais intéressante vis-à-vis de la protection sorgho. Puis on parlera de réglementaire juste après. Et donc, dans les derniers moyens de lutte qu'on a, donc Bacillus thuringiensis, qu'on va retrouver dans le dipel, par exemple, le dipel DF,
Donc, on avait fait des essais maïs-semences il y a quelques années. Ce qu'il faut retenir, hein, on vous a entouré les solutions avec le dipel en rouge. Donc là, sur les 3 essais qu'on avait, déjà on retrouve dans les deux premiers essais le non-intérêt, on va dire, des pyrétrinoïdes, hein, avec une fréquence d'épi attaqué qui est égale ou supérieure au témoin. Le premier essai à étoile, le dipel avait super bien marché, hein. On était sur des notes voilà, qui étaient divisées par 4, on va dire, en termes de fréquence d'épi attaqués. Donc, c'était plutôt très intéressant. Par contre, on a eu un petit peu plus de déconvenues sur les 2 autres essais, où là, on a le deuxième essai où on est au niveau du témoin, donc pas d'effet, et un essai en 2016 où on est plutôt en intermédiaire, voilà, plutôt du niveau d'un Helicovex, voire un petit peu inférieur, parce que là, on est sur des doubles applications, hein, de dipel. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur les moyens de lutte contre l'héliotis, et notamment sur sorgho? Donc, dans les différentes solutions possibles, hein, ce qu'on voit en termes de matière active qui marche sur les héliotis, le coragène, le chlorantraniliprol ou le spinosade qu'on va retrouver dans le Success, c'est des choses qui marchent bien. Aujourd'hui, par contre, on ne peut pas appliquer en post-floraison ces solutions-là. On est bloqué en fait réglementairement à BBCH 55, donc pour le coragène, et BBCH 55 ou 59 selon les spécialités commerciales pour le spinosade. Donc aujourd'hui, c'est clairement un petit point de blocage qu'on peut avoir sur sorgho. Les pyrétrinoïdes, on en a parlé, pas d'intérêt. Et sur les solutions plutôt en biocontrôle, aujourd'hui, sur maïs, l'Helicovex, c'était plutôt d'efficacité moyenne. Et Bacillus thuringiensis, efficacité faible à moyenne, et surtout un petit peu plus aléatoire. Donc, c'est des choses qu'on va essayer de retravailler en sorgho pour vérifier avec des dates d'application cohérentes et un essai vraiment sorgho pour confirmer ces résultats-là. Mais voilà, c'est des choses qui sont assez partagées au niveau de l'Institut sur les efficacités au niveau sorgho. Donc du coup, oui, effectivement, on va parler un peu plus écophysiologie avec notamment des questions sur la densité de semis et les écartements de rang qui sont pratiqués dans le sorgho et les influences que ça peut avoir sur le rendement et autres caractéristiques. Donc déjà, pour rappel, donc voici les préconisations actuelles de densité du sorgho, donc sachant qu'on fait la différence entre l'objectif de peuplement, qui dépend du site, du groupe de précocité concerné, donc plutôt septentrional, donc plutôt au nord, entre guillemets, ou méridional, et qui dépend aussi de la profondeur de sol et du type de culture, donc est-ce qu'on est plutôt en irrigué ou en sec. Donc à partir de cet objectif de peuplement, qui varie de 200 000 plantes par hectare à 350 000, on détermine une densité de semis recommandée qui est 20% plus élevée que l'objectif de peuplement, puisque on a souvent 20% de perte entre ces deux conditions. Et à cela, ça peut même être encore plus majoré si on est vraiment dans des conditions de levée défavorables. Donc ces préconisations actuelles, elles sont assez sécuritaires parce qu'on veut assurer un peuplement optimal à la levée. Donc à savoir que c'est justement la qualité de la levée et du semis, l'homogénéité de la levée, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui va pouvoir assurer en grosse partie que le rendement soit optimal pour le potentiel du cycle. L'objectif en questionnant ces préconisations, c'est déjà de juger l'impact d'un défaut de peuplement sur le rendement. Donc, si on a une perte plus importante que prévu sur la levée, quel impact ça peut avoir sur le rendement? On veut aussi essayer de questionner les rapports entre la biomasse de plantes et la quantité de grains produits. Donc, notamment par rapport à la quantité d'intrants utilisés. Donc voilà, en sorgho, on a beaucoup de plantes. Est-ce que finalement, on peut essayer d'avoir moins de biomasse pour garder le même nombre de grains? Et la dernière question, c'est aussi de continuer à assurer la validité de ces préconisations de semis. Donc pour ça, on a commencé un protocole qui a été mis en place dès 2024, donc qui a été reproduit sur 4 sites. Donc on a des zones plutôt méridionales et des zones plutôt
septentrionale. Et en fait, l'objectif, c'était de partir de la densité optimale de semis qui était proposée, comme je vous l'ai montré avant, et d'essayer de semer 50% plus dense, 50% moins dense et 25% moins dense. Donc ici, vous avez un exemple avec une densité optimale de 300 000 plantes par hectare. Ce protocole, il était reproduit à chaque fois pour 2 variétés par site. Et du coup, on avait un suivi de culture assez fin. Donc, on a suivi le nombre de feuilles, le nombre de thalles. On a aussi quantifié la densité de panicule, la date des piaisons. On a fait aussi des suivis d'humidité de panicule. Et évidemment, donc, on a calculé à la fois le rendement et les composantes de rendement. Je ne vais pas vous montrer tous les résultats ici. On va s'intéresser aux plus importants, et notamment la densité de panicule. Alors avant qu'on regarde ces résultats, je voulais d'abord faire un petit point effectivement filio sur les différents types de thalles qui existent. Donc à savoir que le sorgho est une plante qui thalle, comme la majorité des céréales. Donc vous avez ici un exemple avec le maître brun, et donc les thalles primaires qui en fait sortent de la base de la plante. Donc le maître grain va donner la panicule principale, et chaque thalle primaire va aussi donner des panicules. Et la différence doit se faire absolument avec ce qu'on appelle les panicules de taille secondaire. Donc, c'est celles que vous voyez ici qui sont beaucoup moins matures, qui ne sont pas du tout au même niveau de stade de maturité que les panicules primaires. Et en fait, ces thalles secondaires, elles apparaissent souvent à partir d'un phénomène de tallage secondaire où le thalle se forme sur le mètre brun. Donc, comme je vous disais, les thalles primaires, elles partent de la base, alors que les thalles secondaires vont se former à des entrenœuds beaucoup plus hauts. Et c'est des phénomènes qui arrivent souvent quand on a des problèmes, notamment de stress hydrique ou autres problèmes de fertilité de la panicule primaire. Notamment, on le voyait en photo sur les photos que Aude a pu montrer sur les Lyotis. Donc, ces tâches secondaires ne nous intéressent pas parce que justement, c'est généralement un défaut de la culture où en fait, on a des panicules qui sont pas au même stade de maturité, qui n'ont pas les mêmes potentiels de rendement. Donc là, les résultats qu'on va vous montrer, c'est vraiment dans cette panicule primaire, donc celle qui nous intéresse pour la mise en place du rendement. Donc, si on regarde la réponse de la densité de panicule face à la densité de plantes, donc on parle bien de plantes levées et non pas de plantes semées. La ligne en pointillé représente une panicule par plante. Donc si on est sur la ligne, ça veut dire qu'on a une panicule par plante. Et c'est ce qui se passe dès qu'on a une densité de plantes supérieure à 200 000 pieds par hectare. On voit bien qu'on a une talle par plante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on a moins de 200 000 pieds par plante, on a plus de panicules. Donc ça veut dire qu'on a au moins une, voire deux panicules par plante, et ça nous permet de compenser en partie la densité de plantes. Donc, est-ce que ces compensations par le nombre de panicules nous permettent de maintenir un taux de rendement? Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Alors là, je vous ai séparé le rendement, donc grain, en fonction de la densité de plantes sur les 3 sites qui ont été étudiés. Donc, un site plutôt septentrional, pardon, et 2 sites méridionales. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour un même site et une même variété, eh ben, en fait, on n'a pas d'impact de la densité de plantes sur le rendement. Voilà, donc là, c'est pour une année. Je remets dans le contexte. On est sur une année, on est sur 3 sites et 2 variétés. Donc, c'est à vérifier évidemment dans d'autres situations, dans des années différentes, plus chaudes, plus sèches. Mais en tout cas, dans les premiers résultats, il semble que la densité de plantes n'ait pas d'effet significatif sur le rendement. On s'est posé aussi la question de cette densité de plantes sur l'homogénéité de l'humidité, à savoir est-ce que de semer plus dense ou moins dense nous permet d'arriver à des cultures plus ou moins sèches à la récolte. Donc c'est les graphiques que vous voyez ici. Et là aussi, c'est avec une année d'essai, on n'arrive pas à avoir de différence significative entre les densités plus élevées ou plus faibles sur un même site. On voit un léger effet sur le site de Saint-Pierre-d'Amélie, donc c'est en Charente-Maritime, où de semer plus serré nous permet de gagner 1,5% d'humidité. Est-ce que c'est rentable niveau économique? Ça, c'est une autre question qu'on ne va pas répondre ici, mais qui sera répondable plus tard. Et encore une fois, c'est à confirmer avec plus d'années d'expérience. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions plutôt dans le chat. On y répondra à la fin. La deuxième question du coup qu'on s'est posée, c'est de savoir si les écartements d'entre rangs pouvaient Putain, je suis en train de me rendre compte que je ne pointe pas du tout au bon endroit depuis le début, mais bon.
les écartements entre rendements pouvaient affecter les écartements entre rangs du sorgho pouvaient affecter le rendement. À savoir que ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup en maïs notamment. Donc, c'est les projections que vous avez à droite, là, c'est c'est notre ancien thésard Mario Serroir qui a fait des projections avec son modèle qui nous permet aussi de calculer les interceptions de lumière. Donc, pour une même densité de plantes, donc ici, on est à 12 plantes par hectare sur des écartements à 80 cm ou à 45 cm. Et ben quel impact on peut avoir sur l'interception de la lumière, sur la couverture du sol, et est-ce que finalement on a une meilleure digestion des adventistes, voire même une meilleure gestion de la transpiration du sol en jouant sur cet écartement. Donc à savoir que en sorgho, pour le moment, les écartements se font selon le semoir disponible, il y a pas de normes comme il peut y avoir dans les autres cultures. Donc on s'est posé la question avec l'essai en Charente-Maritime de savoir si on avait un intérêt à modifier l'écartement. Donc sur cet essai, on a testé sur la densité optimale 3 écartements différents. Donc sachant que l'écartement actuel à cet endroit, c'est à 60 cm, on a testé l'écartement à 50 et à 75. Et encore une fois, on a fait des suivis de culture fins. Euh, et les résultats qu'on peut voir, c'est que en fonction assez tôt dans le cycle, donc la première mesure qui a été faite, c'est le nombre de tales par plante. Et assez tôt dans le cycle, en fait, on voit, notamment ça se voit sur Artsky, à écartement réduit, donc 50 cm, on a plus de tales qu'à écartement plus élevé, 75 cm. Alors au Monsoon, ça se voit un peu moins. Est-ce que cette différence de taille se retrouve sur le nombre de panicules? Eh bien, non. À savoir que voilà, on n'a pas de différence significative de nombre de panicules en fonction de l'écartement, que ce soit pour Monsoon ou pour Husky. Et sur le rendement, du coup, ça nous donne la même chose. On n'a pas de différence de rendement en fonction de l'écartement, en tout cas pour cette année et pour cet essai et pour ces variétés. Mais du coup, on va quand même continuer à questionner cet effet de l'écartement, notamment parce que peut-être que d'avoir plus de talent en début de cycle, à écartement réduit, ça permettrait d'avoir un avantage sur le développement des mauvaises herbes, par exemple. L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un impact du resserrement des rangs sur la vitesse de dessiccation et donc l'humidité du grain à la récolte? Donc ça, c'est des questions qu'on va continuer à se poser. En tout cas, pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est que peu importe l'écartement qui est choisi, le sorgho adaptera ses composantes et il saura assurer son rendement. Voilà, donc en conclusion de ces premiers résultats sur les impacts de densité de semis d'objectifs de peuplement sur le sorgho, on voit qu'on a une compensation de la densité de plantes par le nombre de panicules quand on a des densités en dessous de 100 000 plantes par hectare. A priori, ça permet de maintenir un rendement optimal pour le site, peu importe la densité de plantes. Donc ça sera évidemment à confirmer sur d'autres années, d'autres sites. L'important à retenir ici, c'est qu'il faut quand même assurer une bonne implantation. C'est déterminant pour assurer un bon rendement potentiel. Donc même si on a tendance à vouloir réduire le même nombre de plantes par hectare, il faut vraiment faire attention à ce qu'on assure le rendement idéal en assurant l'implantation. On voit aussi qu'on pourrait avoir un léger effet de la densité sur l'humidité du grain à la récolte. Ça a été vu sur un site en 2024, en passant d'une densité assez moindre à une densité plutôt extrême. Donc c'est des questions qu'on va continuer à se poser. Et le dernier point, c'est que la distance entre rang de sorgho ne semble pas affecter le rendement, à confirmer sur d'autres années, sur d'autres sites. Et surtout, on va quand même continuer à se poser la question de l'avantage qu'on peut avoir sur la gestion des adventices, voire l'utilisation de l'eau. Voilà, donc pour le moment, c'est des résultats initiaux. Ça nous permet déjà d'avoir des bons indices sur la véracité de nos préconisations. Et ce protocole sera poursuivi notamment pour pouvoir tester plusieurs années climatiques et confirmer un peu ce qu'on a pu voir ici. Bonjour à tous, voici donc ma présentation. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter les trois grandes périodes effectivement qui sont clés pour intervenir pour la gestion du désherbage, car en fait le sorgho est quand même une culture assez sensible à la pression des adventices à un stade jeune, donc il est important d'intervenir au bon moment. Donc tout d'abord avec la post-semis prélevée, donc comme elle l'indique, c'est avant la levée du sorgho.
dans des bonnes conditions, donc avec une humidité du sol assez conséquente pour avoir une bonne efficacité, notamment des herbicides racinaires. Et ce positionnement vise essentiellement les graminées, donc qui lèvent pour la plupart souvent en même temps que le sorgho. Donc ensuite, le second stade important, c'est la post-levée précoce, on l'appelle, donc à partir de 3 feuilles du sorgho. Donc ce stade est assez important pour un certain nombre d'herbicides racinaires parce que c'est un stade où le sorgho est à peu près sélectif. Avec ses applications donc, qui visent aussi des graminées essentiellement, ou aussi des graminées non levées avec des herbicides racinaires ou des graminées à des stades très jeunes avec des herbicides à action systémique. Donc éventuellement, en fonction de si on a fait une post-semis prélevée avant, on peut éventuellement décaler un peu cette post-levée. Et cette post-levée précoce vise essentiellement aussi les graminées. Après, on peut avoir une poste un peu plus tardive qui va viser, en fonction de ce qu'on a fait avant ou pas, mais des dicotes annuelles et surtout vivaces dans certains cas ou certaines qui sont un peu plus difficiles à contrôler. Donc là, c'est plus l'hygrométrie et le stade des adventices qui va être primordial pour la bonne efficacité. Donc si on a des vivaces, il faut des adventices un peu plus développés. Mais bien sûr, comme le disait Aude tout à l'heure, bien faire attention au stade limite d'application des différents produits, qui est souvent limité au stade 6 feuilles pour certains produits et d'autres au stade BBCH 19. Voilà pour cette partie. Donc après ce désherbage, on va dire ces différents positionnements des herbicides, on peut bien sûr parler de désherbage mécanique, même si je n'ai pas forcément de résultats à vous présenter. Mais on peut voir qu'on peut positionner donc, avec des passages à l'aveugle, comme on dit, avec juste après le semis avec une herse ou une houe rotative. Donc tout en assurant un semis un peu plus profond pour que ça ne touche pas les graines. Et on peut avoir aussi des passages ensuite de herse ou de bineuse vers des stades un peu plus développés, donc qui peuvent permettre de compléter des interventions d'herbicides. Donc en 2024, ah oui, j'ai les produits d'abord, excusez-moi. Quelques retraits d'AMM sont attendus pour 2025, donc ça ne touchera pas la campagne 2025, ça sera pour la campagne 2026, mais ça sera la dernière utilisation de la Banta 480 SL, donc avec une fin d'utilisation au 19 juillet, et aussi tous les produits qui contiennent du tritosulfuron. Donc avec une fin d'utilisation, enfin une fin déjà de distribution de commercialisation au 7 mai et une fin d'utilisation au 7 novembre. Et en dessous, j'ai mis un petit rappel. Donc ça, après, vous pourrez les consulter dans le PDF qui vous sera remis sur effectivement des mélanges interdits qui nous posent quand même des problèmes quant à l'utilisation des produits et notamment pour le désherbage du sorgho. Donc la diapo suivante. Donc là, c'est les différents produits que j'ai rappelés donc par rapport au positionnement que je vous ai signalé précédemment. Donc avec des produits pour l'après avec l'alkans ou le caliprime ou enfin à base de mésotrione, donc dans des conditions de prélever, auquel on pourra rajouter l'ISAR sur du DMTAP sur des semences qui sont traitées avec du concept C, mais ça j'y reviendrai après. Après, on a les produits racinaires, donc c'est l'encadré bleu foncé là, avec donc la base de DMTAP plus Pindi ou de la pétoxamide. Donc, ils sont plutôt aussi sur des positionnements sur des adventices non levés, voire très jeunes, et plutôt anti-graminées et quelques dicotes. Ensuite, on passe à une catégorie d'herbicides à la pénétration foliaire. Donc, on retrouve la mésotrione, la sulcotrione et le pénoxulame. Et après, les antidicotes, donc là où je vous ai mis en rouge, c'est les dernières utilisations pour 2025. Donc ça, je ne vais peut-être pas m'attarder, vous aurez ça disponible plus tard et après, ça va être publié également dans le dépliant. Donc en 2024, on a mis en place des essais pour mesurer, pour tester les variétés qui sont traitées avec le concept C,
Donc, il y a un pelliculant qui conférait une sélectivité, une protection à la graine vis-à-vis du S-métolachlore. Donc, le S-métolachlore étant terminé, l'utilisation étant terminée, on a voulu voir le fonctionnement qu'avait ce phytoprotecteur avec le DMTAP, puisque le DMTAP et le S-métolachlore fonctionnent à peu près fonctionnent de la même façon. Donc, on a mis en place des essais pour mesurer la sélectivité, et on a pu voir que dans les conditions en plus de 2024 qui étaient plutôt humides, donc plutôt favorables à une expression de la phyto, on n'a rien vu du tout par rapport au comportement. Donc on peut tout à fait extrapoler l'utilisation de ces semences traitées concept avec l'utilisation du DMTAP en prélevé. Toutefois, je tiens à vous rappeler que les recommandations quant à l'utilisation du DMTAP de BASF restent les mêmes. Donc, on le dit et le redit. Donc, ce sont les mêmes recommandations que sur le maïs. BASF et Syngenta ont fait même aussi donc ces petites recommandations que vous voyez sous vos yeux pour bien remettre en avant le fait de l'utilisation du DMTAP doit se faire de façon, bien sûr, pour avoir un désherbage efficace, mais aussi durable. Et se dire que cette entrée du DMTAP en prélevé est essentiellement réservée aux zones où on a une pression en graminées importante. Et qu'il ne faut pas non plus utiliser le DMTAP donc, en prélevé sur des sols très filtrants ou sur des sols où limiter la dose, et sur des aires d'alimentation de captage prioritaire, ou même dans certains cas où on peut différer l'application du DMTAP en post-levée précoce pour avoir des conditions plus favorables, si d'un point de vue sol, ou d'un point de vue localisation, ou aussi d'un point de vue conditions d'application. Donc ici, l'entrée vraiment du DMTAP en prélevé, le préliminaire, j'allais dire, c'est de l'entrée graminée, et avec aussi du régram. Voilà. Donc, on peut maintenant, je pense, passer aux résultats qu'on a eu en 2024. Donc, on avait 3 essais où on a testé cette prélevée, donc soit avec les différentes modalités, c'est l'alcance de l'ISAR plus caliprime, ou du caliprime puis ISAR, et on avait aussi le témoin ISAR en post-levé pour voir la sélectivité notamment. Donc, plutôt des bonnes conditions, effectivement, de l'année 2024, avec des conditions plutôt humides et très peu de graminées au final, très faible pression en graminées. Donc, ce qui peut expliquer que quand on voit des applications de produits seuls et que ça tient 60 jours, c'est peut-être pas les résultats qu'on aura tous les ans. Mais voilà, donc ça a permis de nous conforter sur le fait que c'était tout à fait sélectif, et de voir aussi que l'alcance, dans des bonnes conditions, fait du très bon travail aussi sur graminées. Donc là, on n'avait pas une forte pression, mais on peut voir que sur panique faux-millet, globalement, les efficacités sont plutôt bonnes. C'est sur digitaire où c'est un peu plus compliqué, et sur pâturin. Ensuite, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, j'ai essayé de regrouper plusieurs modalités. En fait, c'est un peu compliqué parce qu'avec le tableau qu'on a vu notamment tout à l'heure sur les restrictions mélange, on se rend compte que les solutions sont de plus en plus rares et compliquées. Il y a plein de produits qu'on ne peut plus trop mélanger, notamment en post-levé. Donc, je n'ai pu regrouper que trois modalités, donc qui contient de l'alcance en pré et suivi du DMTAP, notamment en post, donc avec Onyx ou avec Prédomain, et une modalité toute en post levé, donc de 2021 à 2024, donc sur les principales graminées estivales qu'on a rencontrées dans nos essais. Donc, c'est la panique, le panique, l'acétaire et la digitaire. Donc, en conclusion, on voit l'histogramme gris qui correspond à de la post-levée, où c'est forcément bien ce qu'on disait, c'est un peu plus compliqué sur les graminées. Donc là, on a les densités, vous les avez en dessous, 24 par mètre carré et 20 et 25, donc un peu plus importantes sur le nombre d'années d'essais.
Et donc, on peut voir que sur Panic, les solutions existent, voilà, sur Panic, sur Digitaire aussi, et que c'est très compliqué sur ces terres. Donc, il y aura toujours un point de vigilance qui reste encore d'actualité, effectivement, sur la gestion, sur des fortes pressions en ces terres, sur sorgho, ça va être un peu plus compliqué si on n'a pas forcément de produits pour assurer une bonne efficacité. Et un petit zoom donc par rapport à la Digitaire, ce qu'on a pu voir, donc le premier tableau, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais peut-être pas revenir dessus, et des différentes stratégies qu'on a pu tester en 2024. Donc c'est le diagramme plutôt à droite où on voit la Digitaire et on peut voir une bonne efficacité, notamment donc des solutions en pré puis post, et notamment de Caliprime suivi du successeur plus bois plus 20A. Donc là, on voit effectivement donc une pré et après un antigraminé racinaire en poste suivi d'un foliaire et d'un antidicote. Donc là, ce n'était pas forcément pour la Digitaire, mais qui apporte une solution assez bonne en 2024 dans un essai. Bon, voilà, ça reste un essai. Ensuite, sur les graminées, donc sur les dicotes, pardon. Un peu plus compliqué à désherber qu'on a pu rencontrer dans nos essais, donc ça reste la mercuriale et l'ambroisie. Donc mercuriale, on n'avait pas forcément de référence en 2024, il n'y avait que l'ambroisie. Donc là, c'est un peu différent, mais après, ça va dépendre effectivement plus de l'entrée de poste, j'allais dire, avec les antidicotes. On peut voir des bonnes efficacités sur mercurial, notamment avec le tritosulfuron en poste et aussi de l'isarboa prédomain tout en poste. Et la même chose à peu près sur l'ambroisie et des références en 2024 où là aussi, on peut voir plutôt des bonnes efficacités. Donc après, en fonction des produits, effectivement, il y a des choses qui sont un peu moins efficaces, mais on retrouve aussi la bonne efficacité qu'on a pu voir tout à l'heure du Caliprime suivi de Successor, plus bois, plus 20A. Voilà, donc voilà pour les quelques résultats 2024. Et donc, je vais vous présenter des résultats autour des sorgho fourragers multicoupes cette année, des essais qui ont été conduits pas mal, principalement sur notre ferme expérimentale des Bordes et puis également dans d'autres sites partenaires. Simplement, là, un petit graphique pour resituer l'intérêt que peuvent avoir ces sorgho fourragers multicoupes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, c'est une courbe de pouce de l'herbe qui est présentée là, avec le présent en vert et puis potentiellement les projections dans le futur avec le changement climatique. Bon, concrètement, on a un trou hivernal sur la courbe de pouce de l'herbe, donc on apporte du stock en hiver. Potentiellement, ce trou hivernal, il va être de moins en moins long, mais on aura toujours besoin d'affourager avec des stocks de fourrage. Donc le sorgho multicoupe, on va voir, on peut le récolter et ça peut participer à des stocks de fourrage qu'on pourra distribuer pendant la période hivernale. Mais également, on a une baisse de croissance sur la période estivale de l'herbe et donc du pâturage potentiellement. Et donc, ces cultures estivales peuvent permettre d'allonger, voire de combler ce trou de pâturage sur la période estivale. Alors, quand on parle sorgho fourrager, j'aime bien représenter aussi rapidement un peu le panel des variétés ou en tout cas des grandes familles que l'on retrouve. Donc, on a le sorghum bicolore et de l'autre côté, on a les Soudan grass ou sorghum drummondii. Donc, c'est deux grandes familles qu'on va pouvoir trouver dans les fourrages. Alors, du côté des bicolores, on trouve les sorghos dont on a pas mal parlé là depuis le début du webinaire. On a les sorghos type grain, la petite case grise. Et puis on a des variétés qui sont, elles, plutôt à destination de fourragères, donc qui ont tendance à faire des biomasses totales un peu plus importantes, mais qui appartiennent également au sorghum bicolore. Et puis à côté, donc on a les sorgho Soudan grass drummondii, donc 10 sorgho multicoupes, qui peuvent être croisés en hybride avec des multicoupes. Donc des sorgho hybrides qui généralement sont plutôt conduits, ces sorgho, comme des multicoupes également. Donc, les monocoupes ont des cycles longs, uniquement des récoltes qui seront orientées vers l'ensilage, alors que les multicoupes ont des cycles plus courts, ont une tendance à repousser un peu plus importante, donc ce qui permet de faire 2 à 3 récoltes sur la période estivale et toute fin d'été ou tout début d'automne. Et donc, ce qui peut permettre des valorisations sous différentes formes, ensilage, enrubanage ou pâturage.
Dans ces sorgho, on va trouver des fertilités de panicules différentes. Donc, on a des sorgho qui font du grain, qui ont des panicules fertiles, alors plus ou moins fertiles, hein, on aura des taux d'amidon plus ou moins importants. On aura des panicules stériles. Alors, c'est principalement en monocoupe qu'on les retrouvera aujourd'hui, ces panicules stériles. Ça peut avoir un intérêt de poids en tête de sorgho, notamment en monocoupe où il monte assez haut. On le considère moins sur ces sorgho multicoupes. Et puis, on a des photopériodiques sensibles ou PPS. Des fois, vous verrez cet acronyme. Donc, des sorgho qui ne fleurissent pas chez nous parce que la durée de la photopériode ne leur convient pas pour initier la floraison. Et c'est des sorgho, du coup, qui sont toujours en stade végétatif et donc qui ont des taux de matière sèche généralement assez faibles. Et parallèlement à ça, en sorgho, vous entendez aussi pas mal parler du gène BMR, donc une combinaison de gènes, hein, qui va diminuer la lignification du sorgho et donc qui normalement améliore la digestibilité des fibres et donc la valeur alimentaire, du sorgho. Ça peut aussi, par cette moindre lignification, les rendre un petit peu plus sensibles à l'averse, critère qui est davantage regardé sur la partie sorgho monocoupe que multicoupe. Voilà, c'était faire un bref panel. Donc là, on va être vraiment concentré sur des sorgho multicoupes. Donc j'aurai deux dispositifs que je vais vous présenter. Donc un premier dispositif Cap Protéines, hein, dans lequel on avait un réseau d'expérimentation que vous voyez un petit peu partout en France avec des sites d'acquisition. Donc avec des essais avec répétition à proprement parler, je vous le présente rapidement ensuite, et des sites démonstration qui étaient plutôt des vitrines dans lesquelles on a croisé des sorgho, des cultures fourragères d'été, on n'avait pas que des sorgho, avec des légumineuses qui pouvaient également pousser sur la période estivale. Donc des essais qui ont été semés deuxième quinzaine de mai, avec une gestion classique, hein, de la fertilisation NPK selon le rendement et selon le précédent et l'analyse de sol. Des essais en sec, sans irrigation. Donc sur la partie acquisition, comme je vous disais, des essais en répétition classique sur lesquels on a voulu évaluer le rendement par cycle. On a eu 2 cycles sur ces essais-là. Et également évaluer une cinétique de la valeur alimentaire. Donc les parcelles, comme vous pouvez le voir sur le schéma, étaient divisées en 3 pour aller suivre l'évolution de la valeur alimentaire aussi de ces espèces, pour aller regarder un peu ce que ça peut donner en fonction du stade, puisque l'intérêt en élevage, c'est pas uniquement la quantité, c'est aussi se dire à quelle valeur alimentaire je veux valoriser l'espèce. Et à côté de ça, en démonstration, comme je vous disais, on a semé les différentes graminées en ligne, et puis on les a croisées avec des bandes de légumineuses pour essayer de voir l'intérêt et la capacité qu'avaient ces différentes espèces à s'associer, et comment on arrivait à avoir les deux ou non au final. Donc 2021-2022 sur ce dispositif-là, 2 années très contrastées. Là, vous avez uniquement un peu le bilan climatique qui était sur la ferme expérimentale des Bordes, hein, qui avait un des sites acquisition. Si on regarde 2021, on est sur une année où les précipitations sont plutôt moyennes, hein, on est dans la normale. Normale élevée, pardon. On est plus sur beaucoup de précipitations plutôt, mais on est sur la normale sur l'ETP, ce qui nous donne un bilan hydrique plutôt favorable, hein. Ils sont toujours négatifs ces bilans hydriques, mais là on est seulement à moins 111 mm, donc un bilan qui est pas si défavorable que ça. On est plutôt dans les minimums qu'on a pu observer sur cette ferme depuis 20 ans. Et à l'inverse, 2022, précipitation plutôt faible, avec un ETP qui était extrêmement élevé. Donc finalement, on a eu un peu de précipitation, hein, mais surtout une évaporation, une demande climatique bien supérieure, donc un bilan hydrique sur cette année-là largement supérieur au normal observé. Donc ce que ça a donné, ces 2 années contrastées, quand on regarde ça, c'est des espèces qui globalement ont obtenu des rendements entre 8 et 10 tonnes. Donc vous retrouvez les sorgho sur les 5 premières barres. Ensuite, vous avez du moa, du millet, donc on avait 2 millets, et puis un teff grasse tout à droite. Donc globalement, des rendements entre 8 et 10 tonnes pour la plupart des espèces, donc des rendements plutôt intéressants.
avec les sorgho un peu supérieurs, plutôt autour des 9 à 10 tonnes, et puis un petit peu en dessous pour les moël et millet. On va revenir sur le tève grasse rapidement ensuite. 2021-2022, des années très contrastées comme je le disais, et pour autant, pas tant d'écart que ça en termes de rendement entre années. On a des espèces qui ont réussi à faire le rendement sur l'été. On a un peu en dessous en 2022, mais on n'a pas décroché énormément par rapport à 2021. Le tève grasse, on est un peu en dessous, mais on est sur une espèce qui a un cycle plutôt court et donc qui était là valorisée en 2 coupes. On était sur une stratégie plutôt de récolte en fauche et donc qui n'était pas forcément la plus adaptée pour cette espèce-là en termes de rythme de valorisation. Côté valeur alimentaire, ce que l'on voit, c'est qu'on a une espèce qui suit globalement des valeurs alimentaires assez classiques pour des espèces prairiales, par exemple, si on comparait à des fétuques. C'est-à-dire que sur des stades jeunes, on a des valeurs alimentaires qui soient MAT, donc c'est les barres, ou UFL, les petits points que vous avez au-dessus, et donc chaque barre représente une espèce, donc c'est pas forcément facile de les distinguer, hein, elles sont dans le même ordre que tout à l'heure, mais globalement, ce qu'on voit, c'est que sur des stades jeunes, on a des MAT entre 15-20 avec des valeurs UFL autour ou un petit peu au-dessus des 0,8 et ensuite ça décroche rapidement et surtout pour la MAT dès qu'on approche de l'épiaison, donc le troisième paquet. Donc sur des valorisations pour des animaux à fort besoin, on sera plutôt sur des stades assez jeunes avec une petite vigilance de respect de hauteur de 50 à 60 cm pour limiter la toxicité des sorgho, limiter le risque de toxicité qu'on pourrait avoir sur les sorgho. Mais on peut aller un petit peu au-delà sur des animaux avec des besoins plus modérés. Concernant l'association de ces espèces-là dans les damiers, ce qu'on a vu globalement, hein, ce qu'on peut retenir, c'est que l'association a été assez difficile. On est sur des espèces qui, les graminées estivales, hein, globalement, toutes, et surtout les sorgho, ont occupé la place malgré que les densités de semis étaient réduites, et donc on a eu une expression très faible finalement des légumineuses au sein de ces graminées estivales. Donc tel que ça a été conduit, en tout cas, c'était pas l'idéal. Donc on était sur des demi-doses de semis. Ça ne permettait pas une bonne expression globalement de légumineuses pour amener un peu plus de valeur alimentaire, notamment azotée, au fourrage. Ça peut poser d'autres questions sur l'intérêt de la couverture du sol et le report pour la culture suivante. Voilà, il reste d'autres intérêts, mais en tout cas dans la partie fourragère, on a eu peu d'expression pour un intérêt direct dans ce qui aura été récolté ou valorisé par les animaux. Alors, le second dispositif, les espèces les plus intéressantes ont été conservées dans des dispositifs, donc comparaison et démonstration. Donc comparaison, on a comparé plusieurs espèces sur ces sites-là. Démonstration, on avait une espèce par site. Et l'idée dans ce projet-là, c'était de voir la valorisation par les animaux directement. Donc continuer à évaluer la capacité productive des espèces, quel rendement elles peuvent faire. Mais en parallèle, regarder comment se comportaient les animaux au pâturage dans ces espèces selon le stade à laquelle ils entraient dans la parcelle. Des espèces plus ou moins hautes, à des stades plus ou moins avancés, est-ce qu'on a du gaspillage ou non? Donc pour ça, les espèces étaient semées en bande, ou en tout cas en 4 paddocks, et les animaux entraient dans le premier paddock à un stade plutôt jeune, le pâturet, avant d'aller dans le suivant qui lui avait continué sa croissance et donc était à un stade un peu plus avancé, ce qui permettait au fur et à mesure qu'on avance dans les paddocks d'avoir de plus en plus de biomasse et d'avancer dans les stades et donc d'estimer et d'évaluer le comportement des animaux face à ça. Les animaux, les performances animales étaient suivies dans les essais avec des pesées à l'entrée du premier paddock et à la sortie du 4e paddock, puisque on était sur des pas de temps de 7 à 10 jours de pâturage par paddock, donc ce qui faisait globalement 1 mois et qui permettait d'avoir des évaluations de croissance, mais qu'on n'aurait pas pu faire à l'échelle du pâturage d'un seul paddock.
Donc, je voulais vous présenter uniquement les résultats, parce que c'est un essai qui est en cours et qui a été répété l'année dernière et qui est en cours d'analyse encore. Donc, uniquement les résultats qu'il y a eu sur la ferme des Bordes en 2023, où on avait 4 espèces, donc 2 sorgho, un Soudan et un hybride Soudan bicolore. Et à côté, nous avions un Moa et un teff grasse également. Donc, les paddocks étaient semés de façon randomisée, comme vous pouvez le voir à droite, parce que les parcelles sont un peu hétérogènes, donc dans le but de ne pas d'avoir quelque chose de plus représentatif et analysable statistiquement, vous voyez que les paddocks étaient mélangés. Le pâturage, c'était 3 génisses à la fois pour un paddock. Un paddock, c'est à peu près 40 mètres par 40 mètres, donc ce qui fait quand même des chargements qui peuvent être légèrement importants pour le pâturage de chaque paddock. Semis fin mai 2023, donc on était plutôt sur une période un peu fraîche. On a eu des levées qui ont été échelonnées et pas forcément des très bonnes levées. Et puis ensuite, on a eu un été qui a été globalement sans trop de déficit hydrique, mais avec un premier mois sur lequel il y avait eu quand même énormément de pluie, donc qui a pu matraquer un petit peu le sol, mais qui permettait aussi d'avoir des réserves pour la croissance des espèces par la suite. En termes de résultats, ce qu'on peut retenir, c'est que sur 2023, si on groupe les 2 sorgho, ils ont permis quand même de maintenir les animaux au pâturage pendant 90 jours. Donc c'est assez important, hein, quand vous voyez la courbe que je vous présentais au début, 90 jours de pâturage pour les animaux, c'est quand même pas rien. On a une production autour des 9 tonnes sur 3 cycles de pâturage, c'est-à-dire qu'on a eu 3 repousses, hein. On a pu remettre les animaux 3 fois dans les paddocks. Et puis des croissances des animaux à un peu plus de 700 grammes par jour, quand habituellement sur ces périodes-là, des génisses qui auraient été sur un pâturage un peu grillé d'été auraient fait 2 à 300 grammes de croissance par jour. Donc des bonnes teneurs en énergie potentiellement, ce qui confirme ce qu'on observait dans nos analyses et qui ont permis de maintenir la croissance des animaux. À côté de ça, quand on regarde le stade, on a vu du gaspillage à partir d'entrées dans des hauteurs très hautes, hein, vous voyez en bas à droite, des animaux qui sont rentrés vraiment dans des fourrages très hauts, et donc là, ils consomment principalement les tiges, les feuilles plutôt, et laissent les tiges, donc on peut estimer qu'on peut aller jusqu'à 50% de gaspillage de la biomasse, puisque les tiges représentent une part non négligeable de la biomasse à ces stades-là. Le Moa a eu aussi des résultats intéressants à 75 jours de pâturage, donc ce qui n'est pas rien, un peu inférieur malgré tout au sorgho, avec une production de 4 tonnes 3. Des croissances qui ont aussi été maintenues, un petit cran en dessous, mais des croissances qui sont aussi très bonnes pour la période, à 600 grammes par jour, donc des valeurs qui permettent quand même de soutenir des animaux en croissance. Peu de gaspillage sur cette espèce, on est sur une espèce qui monte moins en hauteur, et donc on n'a pas observé de gaspillage, quel que soit le cycle. Et enfin, donc le teff grasse, lui, était fauché sur la première récolte, puisque c'est une espèce qui a tendance à être facilement arrachée. Donc le semencier préconise une fauche avant les premiers pâturages. Donc il y a une première fauche, donc on a 1 tonne 4 récoltée par fauche, et ensuite 2 cycles de pâturage qui ont permis d'atteindre quasiment 4 tonnes de récolte. Et donc également 65 jours de pâturage, sachant qu'on a une fauche avant, donc ça retarde l'entrée au départ. Et des croissances tout à fait acceptables sur cette espèce-là également, donc des valeurs alimentaires qui permettent de maintenir des animaux en état et de faire de la croissance dessus. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que attention au gaspillage sur les sorgho, on va privilégier des entrées au-dessus des 50 à 60 cm pour la toxicité, mais pas trop tard pour limiter le gaspillage. Au-delà d'1,50 m, on commence à avoir pas mal de gaspillage. Ça a été peu observé sur Moa et sur teff grasse, ce gaspillage, avec des espèces qui montent moins et qui se valorisent très bien par les animaux. Et puis des vigilances sur le semis du teff grasse, qui était l'espèce qui a été notée quand même sur 2023. Le semis est un peu plus difficile à réaliser, une espèce qui nécessite peut-être un peu plus de soins dans la préparation du terrain et le rappui des semences. Donc, en conclusion, des espèces qui sont adaptées au contexte estival et qui ont permis quand même de boucher un trou de production fourragère assez intéressant sur cette période-là, qu'il soit sur du pâturage ou de la valorisation par de la récolte qui pourrait permettre également de faire du stock. Association peu intéressante,
dans la façon dont ça a été testé, hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses encore à aller voir sur la façon de les associer, mais tel que c'était fait, les légumineuses se sont peu exprimées. Et donc il reste encore des choses à construire, hein, sur les valorisations, même si on note déjà des hauteurs limites pour le gaspillage, mais probablement des préconisations peut-être sur l'organisation des paddocks, des hauteurs un peu plus fines, de hauteur entrée-sortie, pour avoir une gestion optimale de ces espèces-là au pâturage à poursuivre. Je pense qu'on a déjà un petit peu débordé du temps imparti. Alors, simplement sur les questions fourrage, pas mal de choses ont été faites au board, donc vous voyez les collègues qui ont pas mal travaillé. Je me fais que le porte-parole des essais qu'ils ont pu suivre. Et donc d'autres interlocuteurs sur d'autres stations également. À venir, assez rapidement, le Choisir et décider Sorgho va sortir avec une synthèse nationale notamment des essais variétés et des résultats des essais variétés qui n'ont pas été présentés ici, mais aussi du désherbage, des conseils sur l'itinéraire. Le dépliant Sorgho sortira aussi courant du printemps avec tous les produits utilisables sur Sorgho et également les variétés. Et puis pour finir, ici vous avez les régionaux présents dans vos différentes régions que vous pouvez contacter si vous avez des questions et en particulier des problèmes pour la gestion du sorgho, n'hésitez pas à les contacter. Donc encore merci à tous et bien à bientôt et bonne campagne sorgho.